Un homme était venu, qui portait dans sa tête tout le courage, dans sa poitrine l'espoir de millions d'hommes. Il s'appelait Gnassingbé Eyadema. Curieux destin que celui d'un chef qui aura consacré sa vie à la vie de son peuple pour sa cohésion et son unité. Admirable grande leçon d'amour, 100 fois récitée par les Togolais, toutes couches confondues, qui non seulement vénéraient leur président, mais tout simplement, ils l'aimaient. Gnassingbé Eyadema avait la passion de son pays et ses habitants. Véritablement un destin commun de cœur et de raison, jusqu'à ce lendemain de la célébration du 38e anniversaire de son accession à la tête du Togo qu'il a voulu fort et beau dans la stabilité et la paix pour le développement. C'était l'ultime rendez-vous d'une armée avec son chef, d'un peuple avec son guide. Rien pour lui n'a été assez pour que le Togo soit une terre d'honneur et de dignité, participant à l'intégration sous-régionale et à l'unité du continent, tout en s'ouvrant au reste du monde. Ni les populations rassemblées, ni le chef lui-même ne pouvaient imaginer que c'était là la dernière fois qu'il communiait dans cet élan habituel d'estime, de respect, d'affection réciproque, sous les yeux admiratifs d'hôtes de marque, venus du Togo profond, d'Afrique et du reste du monde, partager la joie de tout un peuple. Ses bras levés au ciel et ses mains gantées de blanc étaient un signe d'adieu, prémonitoire à cette foule venue acclamer Papa Eyadema, comme les Togolais l'appelaient affectueusement. Nul ne savait, tous ignoraient que l'heure fatidique s'approchait. Le président Eyadema est parti sur la pointe des pieds. Il a tiré sa révérence entre ciel et terre. Togolaises, Togolais. Le Togo vient d'être frappé par un grand malheur. Il s'agit d'une véritable catastrophe nationale. Le président de la République, son Excellence Gnassingbé Eyadema, n'est plus. Il a rendu l'âme ce samedi matin 5 février 2005 . L'histoire commence un 26 décembre 1934 à Pia, un petit village en pays kabylie dans le nord du Togo. Les parents de l'enfant qui vient d'y voir le jour sont loin de se douter qu'il va être promis à un destin tout à fait exceptionnel. Ils l'appellent Gnassingbé Eyadema. Le royaume de son enfance est à la fois un territoire, une langue et un peuple. L'homme a toujours revendiqué de son vivant la fierté de ses origines paysannes et d'être profondément ancré dans cette terre aride et généreuse à la fois, caractérisée par une maigre végétation. L'énergie et l'imagination des paysans, ainsi que leur ténacité et leur amour du travail, l'ont transformé en îlot de fertilité. Des espaces propices à diverses cultures de subsistance seront arrachés aux collines hostiles qui constituent l'essentiel du relief. De ce territoire aride, pays des hommes et des femmes de pierre, maîtres de la terre, confrontés à la présence des montagnes aux versants abrupts, mais aussi à la douceur des cours d'eau, les Kabyliers réussissent à faire un coin de bonheur. Tout cela a rejailli pour forger le caractère du jeune Eyadema. En pays kabylier,
se perpétue un système éducatif traditionnel qui socialise très tôt l'enfant par des rites initiatiques. Il prépare à la vie par des séances de lutte qui forgent les caractères et inculque le sens de l'endurance et la solidarité. Après avoir fait tout ce qu'un jeune garçon peut faire dans la région, c'est-à-dire la culture, la garde des troupeaux, la lutte, les initiations, tout il a subi ça. Et dans ce domaine, le jeune Gnassingbé Eyadema, qui a perdu très tôt son père et tout dévoué à sa mère, Maman Danida, s'est rapidement mis au-dessus du lot parmi les garçons de sa classe d'âge. C'était un brillant garçon qui était toujours champion pour les luttes traditionnelles et qui avait une intelligence très vive et qui agissait très rapidement dans tout ce qu'il faisait. Eyadema appartient à une famille de travailleurs, de gros travailleurs. D'abord, son père est décédé quand il ne le connaissait pas encore, au cours des travaux forcés pendant le temps colonial chez nous. Alors, donc, il est très populaire au village, très connu, parce qu'il a été champion de lutte aussi. Ce qui est une épreuve très endurante, la lutte chez nous. En dépit du bonheur au pays d'enfance, en pays kabylé, le jeune Eyadema montre un désir ardent d'aller à l'école française, un désir qui se heurte à l'amour possessif de sa mère, Maman Danida, qui voyait en cette école française un moyen de lui arracher son fils. Son grand frère aîné, Koromsa, lui a autorisé maintenant, quand il se réveille, il part directement à l'école, qui n'a qu'à s'intéresser à l'école, les autres vont s'occuper du reste. Il a fini les études et il s'est intégré à l'armée. Les cérémonies rituelles de coutume, il n'a fait que 2 ans au lieu de 3. Parce que la 3e année, il était parti pour l'Europe. Avant l'ultime étape de son initiation, adolescent, le jeune Eyadema, à 17 ans, s'engage dans l'armée française à titre volontaire. Il est libéré en 1962 avec le grade de sergent-chef. Mais tout au long de son exemplaire parcours militaire, l'homme s'est partout illustré par sa bravoure qui frise la témérité, sa discipline et par un bel esprit de corps. Fréjus en France, champ de bataille en Indochine et en Algérie, Cotonou au Dahomey, Bobo-Dioulasso en Haute-Volta, au Togo, son pays natal. À chacune de ces étapes de sa formation militaire, Gnassingbé Eyadema, du grade de sergent à celui de général, s'illustre comme un passionné du métier des armes, laisse une réputation de meneur d'hommes, d'un soldat ayant le sens de l'initiative et de l'honneur, pétri du devoir de sa patrie, l'Afrique. Que pour la première fois, j'ai rencontré le président Gnassingbé Eyadema, que nous appelons couramment le chef Étienne. Et à notre premier contact, ça nous a permis de voir l'esprit, le nationalisme de ce jeune militaire qui, pendant tous ses séjours en Indochine, en Algérie, avait un idéal. À Cotonou, lui, il était sergent-chef. Il commandait casernement. Ainsi donc, le général Eyadema a laissé sur les langues de la postérité l'exemple même d'une fascinante et épique carrière militaire, auréolée de médailles de combattants hors pair.
L'Afrique est un continent pauvre parmi les plus pauvres, malade de pratiques douteuses et de mauvaise gestion, exsangue, mais loin d'être démuni, à condition que certains parmi les pays les plus chanceux du continent aient la chance d'être dirigés par des hommes justes, rigoureux et ayant un esprit éclairé. Même si certains de ces choix économiques ont pu être contestés, le président Gnassingbé Eyadema était de ceux-là. Le Togo, dans les années 80, on le surnomme la Suisse de l'Afrique de l'Ouest. Petit pays qui s'étire tout en longueur entre l'ex-Dahomey et le Ghana est appelé à devenir la petite Suisse africaine. Un surnom qui ne doit rien au hasard, tant le pays se distingue par l'ordre et la discipline qui y règnent, ainsi que ses résultats économiques. Et pourtant, lorsqu'il prend le pouvoir, le Togo est un pays au bord de la faillite. Il y avait rien avant. Évidemment, il y avait l'hôtel de Bénin, qui est maintenant l'hôtel Ibis, qui est là. Mais on a essayé de faire tout, c'est toute l'étendue du pays. Depuis la mer jusqu'à la savane, les bas. Donc on a travaillé dur. Hein. Dès lors, le seul et unique combat de Eyadema reste la reconstruction économique de son pays et le bonheur de ses populations. Agriculture, industrie, tourisme, éducation, infrastructure, son chantier est immense, sa volonté aussi. Dans cette Afrique des années 70, son outil est celui de tout le monde. La planification est son credo. Le patriotisme aussi bien pour l'État que pour les populations. Tous se mettent au travail. À l'État de fixer alors les orientations et les objectifs à atteindre. Il devient le premier entrepreneur du pays. Aux Togolais de travailler pour les rendre concrets. C'est l'âge d'or de la planification économique avec 4 plans de développement de 5 ans. Le premier plan donne des résultats au-delà de toute espérance. Tous les agrégats macroéconomiques du pays sont au vert. Le contexte ne pouvait donc être plus favorable pour amorcer le second plan. Il est marqué par des évolutions sociales très notables. Des hausses de salaire touchent toutes les catégories de la population. Le gouvernement relève le prix à la production des produits agricoles et exonère les paysans de la taxe civique. Et même si le plan n'atteint pas entièrement ses objectifs, il reste marqué par une progression constante du produit intérieur brut qui connaît une hausse de plus de 6 points entre 1973 et 1975 en passant à 120 milliards. Entre 1976 et 1980, le troisième plan a permis à l'État de s'investir dans une politique plus volontariste et plus audacieuse encore pour lancer les bases réelles d'une indépendance économique. Une 50aine de sociétés d'économie mixte sont lancées. Elles vont de l'agroalimentaire à l'industrie chimique en passant par l'industrie lourde et celle du tourisme. Ce troisième plan crée des structures socio-sanitaires, écoles et hôpitaux et intensifie la formation et la mobilisation avec comme impact une amélioration très sensible du niveau de vie des populations dans les villes comme dans les campagnes. En 1981, le quatrième plan poursuit la construction des infrastructures et se tourne essentiellement vers les communications comme véhicule du développement. Le port de Lomé se modernise, des routes sont construites et les télécommunications remises à niveau. Le plan recherche également l'autosuffisance alimentaire par la maîtrise de l'eau, l'intensification de la production agricole, de l'élevage et la sauvegarde de l'environnement. Malgré ces résultats prometteurs, l'exécution de ce plan sera interrompue par l'introduction par la Banque mondiale des politiques d'ajustement structurel. Au total, les 2 décennies de planification auront permis de lancer près d'une 50aine de sociétés relevant du secteur public, des organismes financiers, industrie, mines, commerce et transport.
Malgré leur caractère très volontariste et un taux de croissance très élevé, environ 7%, les insuffisances de la gestion étatique se font vite sentir, accentuées par la péjoration de l'environnement économique international, marquée par une envolée des prix du pétrole, une détérioration des termes de l'échange avec l'effondrement du cours des matières premières et l'accentuation du service de la dette. Un coup de frein est ainsi donné aux investissements dès les années 1980. Ils sont définitivement suspendus dans les années 90. Sous la contrainte, l'État se voit dicter son désengagement des secteurs marchands. Enfin stratège, le général s'adapte et s'approprie cette nouvelle vision. Il marque sa volonté de redynamiser l'initiative privée. Objectif, créer un tissu industriel plus performant, plus efficace. Une nouvelle politique met en place en septembre 1984 un ministère des sociétés d'État. Il a pour mission d'accompagner son désengagement. Un diagnostic ainsi qu'un inventaire de l'ensemble des sociétés publiques sont établis et des garanties pour sauvegarder les intérêts de l'État mises en place. Pour parachever cette politique de privatisation, le président Eyadema lance la zone franche de transformation pour l'exportation. Il organise pour la première fois une grande conférence internationale sur les zones franches qui réunit à Lomé 1000 participants de 45 pays d'Asie, d'Europe et d'Amérique. Par la loi du 18 septembre 1989, le Togo a institué une zone franche de transformation pour l'exportation couvrant l'ensemble de son territoire. Le but recherché par la politique des zones franches est d'aider par un encadrement réglementaire plus libéral à offrir de meilleures conditions de compétitivité par une incitation fiscale et une simplification des procédures avec la création d'un guichet unique. La preuve pour les Togolais de la justesse des choix d'un homme qui, sans arrêt, a travaillé à la recherche du bonheur de son peuple. Il n'y a pas d'économie sans échanges commerciaux. Pour assurer une fluidité absolue aux flux commerciaux, aussi bien nationaux qu'internationaux, le Togo de Eyadema construit des espaces économiques, aussi bien sur le plan réglementaire et juridique, à travers les organisations sous-régionales comme la CEDEAO, que sur le plan physique, avec la construction ou la réfection de grandes infrastructures de communication. Le port et l'aéroport de Lomé, les routes pour rejoindre tous les pays de la sous-région, ainsi que de grands marchés. 13 marchés, dont 2 très grands dans la capitale, ont construit l'essor des Nana Benz, grandes commerçantes togolaises de réputation internationale qui, à un moment, détenaient plus de 60% du marché des tissus pagnes de l'Afrique de l'Ouest. Quant au commerce, a pu générer un excédent de 16 milliards en 1974. Pour redresser quelque peu sa balance des paiements, le Togo a dû développer une politique touristique très volontariste qui repose sur la construction de réceptifs très prestigieux comme l'hôtel 2 février à Lomé. Avant les troubles sociopolitiques, le tourisme crée plus de 2000 emplois. Avec plus de 6 milliards de recettes, il était devenu la seconde source de devises du pays. De la même façon, il n'y a pas aussi d'économie sans agriculture. Qui plus est, dans un pays à vocation agricole par définition, avec plus de 80% de population rurale et une agriculture qui produit à elle seule 60% des exportations. Trop bien conscient de cette situation, le jeune dirigeant qui était alors le président Eyadema lance la révolution verte immédiatement après son arrivée au pouvoir. Ses objectifs étaient doubles. Enrayer le spectre de la faim et soulager la balance commerciale du pays du poids des importations alimentaires. Réforme agraire et foncière, structure d'appui, d'encadrement et de promotion. En 1974, tous les moyens sont mis en œuvre pour que le pays produise en quantité et en qualité les produits vivriers dont il a besoin. Le 31 mai de la même année fut même décrété de façon symbolique jour du retour à la terre, pendant que l'année suivante
fut celle du paysan, avec, à la clé, une exonération pour le monde rural de la taxe civique, une prime pour l'encourager à produire plus et préserver son pouvoir d'achat. Ainsi donc, dès 1974, campagne de communication politique, de mobilisation sociale, foires agricoles et manifestations diverses se succèdent pour porter la voix du président dans les hameaux les plus reculés et les convaincre de tout mettre en œuvre pour tripler en 5 ans la production de cacao, de café, d'huile de palme et de cultures vivrières pour atteindre l'autosuffisance alimentaire pendant ces 5 ans. La Révolution verte est ainsi lancée. Elle culminera en 1977 avec naturellement comme père le président Eyadema. Les résultats sont là. Pour la première fois, le pays atteint l'autosuffisance alimentaire et exporte même des produits vivriers. Ces talents du pays sera malheureusement brisé par les dérapages de la démocratisation, faisant qu'aujourd'hui, plusieurs Togolais restent nostalgiques de ces belles années de la Révolution verte. Politique d'ouverture, paix, sécurité, règlement pacifique des conflits, non-ingérence, respect de la souveraineté des autres États, politique de bon voisinage et de solidarité africaine. Voilà les fondements de la politique étrangère du Togo, politique prônée et promue par le président Eyadema. La politique étrangère du président Eyadema est une politique de bon voisinage, tous azimuts. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que nous n'avons jamais eu de problème avec nos voisins. C'est vrai que nous avons un voisin qui nous avait créé des problèmes à l'époque. Et le président n'a pas manqué d'occasion pour aller dans ce pays qui est à côté de nous et faire en sorte que justement les choses, les divergences puissent s'aplanir. Aujourd'hui, avec ce pays-là, eh bien, nous sommes dans une situation de très bon voisinage et de fraternité, parce qu'en fait, le président aime à le dire souvent, mais nos pays, ils sont ce que les Blancs ont voulu qu'ils soient. Mais il nous appartient nous-mêmes d'en faire des pays frères, c'est-à-dire des pays qui ont été divisés par l'histoire, par la colonisation, et de ne pas tomber dans le piège de la colonisation qui voulait tout simplement diviser pour régner. Le général Eyadema aura été un infatigable et efficace réconciliateur. Il aura placé le Togo sur l'arc-en-ciel d'une diplomatie pragmatique et d'envergure. Le viatique de ce fervent militant de la paix est une vérité proverbiale tout empreinte de sagesse. Si la maison de votre voisin brûle, aidez-le à éteindre le feu. Sinon, la vôtre prendra feu aussi. Les initiatives diplomatiques couronnées de succès du président togolais sont si nombreuses que ce serait une gageure de prétendre de les citer de façon exhaustive. Le devoir de mémoire en retiendra néanmoins les plus significatives, les plus symboliques pour donner une idée de la philosophie du président Eyadema en matière de politique étrangère. À la stabilité interne, la politique du président Eyadema a su faire du Togo un pôle dynamique de la solidarité sous-régionale et régionale. L'idée qui structure sa pensée sur ce plan apparaît dans la sagesse de ce propos du président togolais. Bien qu'il existe encore ça et là sur notre continent des foyers de tension, il appartient à nous, Africains, de continuer à chercher dans la réconciliation et l'unité des solutions justes et durables à nos problèmes, car nos intérêts ne se trouvent pas dans l'éclatement des conflits. Nous pensons que si les gens qui sont à la base de la division de l'Afrique, si ces gens nous laissent la liberté, si ces gens laissent l'Afrique aux Africains, nous pouvons arriver, n'est-ce pas, à résoudre nos problèmes entre nous. Dès son accession au pouvoir, le général Eyadema s'est dévoué, avec une énergie soutenue, à imprimer des relations de bon voisinage avec le Dahomey, actuelle République du Bénin, et avec le Ghana. Homme d'une patience éprouvée, armé de la conviction que
c'est grâce au bon voisinage et à l'entente fraternelle que l'on épargnera les populations des souffrances inutiles. Le président Eyadema parviendra à dissiper avec son homologue du Ghana, Jerry Rawlings, le 26 juillet 1995, les lourds nuages noirs qui avaient tant obscurci les relations entre Lomé et Accra. Pour ce qui concerne par exemple les relations avec le Ghana, le président a mis toutes ses forces, toutes ses ressources pour que justement, eh bien, la normalisation puisse intervenir. Et souvenez-vous, le président était parti au Ghana. Il est rentré dans le même avion que Rawlings. D'ailleurs, ils ont pris ensemble l'hélicoptère de Rawlings. Et c'est Rawlings qui était, le président Rawlings qui était le pilote à l'époque. Et ça, il l'a fait pourquoi? Il dit non, il n'y a aucun sacrifice qui soit trop grand lorsque l'intérêt de nos populations, l'intérêt de nos peuples est en jeu. À ce titre mémorable, restent encore les retrouvailles entre le général Eyadema et le colonel Mathieu Kérékou sur l'initiative de feu le président Sékou Touré le 25 mars 1976 à Conakry. Pragmatique, le président Eyadema luttera pour le désenclavement des voisins du Togo au nord, l'ancienne Haute-Volta et le Niger sans accès maritime. Il joue un rôle décisif auprès de la France pour l'établissement d'une route entre Ouagadougou et Lomé. Sans compter ses efforts couronnés de succès pour l'agrandissement du port de Lomé, devenu la porte océane du Sahel désenclavé. Mieux, réaliste, pragmatique, sereine, discrète et efficace, la diplomatie togolaise, domaine réservé du président, s'est taillé une place privilégiée dans le concert des nations africaines. Sa politique diplomatique a enregistré de grands succès, car l'homme est un réconciliateur de grande renommée en Afrique. L'action diplomatique du président Eyadema sur le plan international, qui était un homme, qu'on le veuille ou pas, qui avait une certaine autorité et imposait un certain respect. Moi, j'ai vu ça dans les sommets des chefs d'État, et le président Eyadema était beaucoup respecté. Le président Gnassingbé Eyadema, quelque temps après son accession au pouvoir, s'est distingué à travers ses missions de bons offices à travers le continent africain. Des missions presque impossibles qu'il a réussi armé de la sagesse, selon laquelle, quand le feu brûle la maison du voisin, il faut l'aider à l'éteindre. Il n'a pas hésité à chaque fois que de besoin de s'impliquer personnellement dans la résolution des conflits interafricains. Un an après son arrivée au pouvoir, au cours d'une réunion, l'Organisation commune africaine et malgache, OCAM, lui manifeste sa confiance en lui chargeant une mission. La réconciliation entre les deux Congos, divisés par un contentieux idéologique et une dispute à propos du fleuve qui les sépare. Après plusieurs navettes entre les deux pays, le président togolais réussit à réconcilier ses deux homologues. Ce coup d'essai, qui fut un coup de maître, le président Eyadema l'évoque avec une fascinante modestie, dans un entretien avec Jean-Louis Rémilleux. Il confie « Ah, je l'ai franchi ce fleuve. J'ai fait la navette entre Brazzaville et Kinshasa, je ne sais combien de fois, rencontrant tour à tour les deux présidents, discutant, négociant, levant un à un les obstacles. Eh bien, au bout de quelques semaines, les deux pays renouaient les relations pacifiques. Le fleuve Congo ou Zaïre les réunissait à nouveau. Pour mes débuts de diplomatie, ce n'était pas si mal. 1972. Un autre pari diplomatique, et pas des moindres. Réconcilier le président du Nigeria, le général Gowon, avec ses homologues ivoiriens et gabonais à propos de la sécession du Biafra. Profitant de la tenue du sommet de l'OCAM à Lomé, le président Eyadema eut le génie diplomatique de convier en visite officielle son voisin anglophone et parvient à le réconcilier avec ses pairs francophones. Décembre 1974. Le président togolais entame une médiation particulièrement difficile entre le Mali et la Haute-Volta, actuelle Burkina Faso. Un conflit frontalier à propos de la bande de terre dénommée Agaché oppose le général Lamizana et le colonel Moussa Traoré. Une fois encore,
Lomé s'avère être la terre bénite de la réconciliation grâce à l'habileté politique du président togolais. Quelque temps après, Gnassingbé Eyadema prend son bâton de pèlerin pour éteindre le conflit sur fond d'une rageure guerre des ondes entre la Guinée de Sékou Touré et ses deux homologues Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire et Léopold Sédar Senghor du Sénégal. Il réussit avec brio à éteindre 20 ans d'hostilité nés dans différents idéologiques en suscitant un dialogue fructueux entre les trois à Monrovia. 1979. C'est à Monrovia également que le président Eyadema, lors d'un sommet de l'OUA, parvient à renouer le fil de l'entente entre les présidents Omar Bongo et Mathieu Kérékou, qui soupçonnaient son homologue gabonais de complicité dans la tentative de coup d'État menée par Bob Denard à partir de l'aéroport de Cotonou. D'autres missions de réconciliation ont été à l'actif du président Eyadema, entre la Libye et l'Égypte, entre Hissène Habré et Gougouni Ouédé au Tchad. Sur ce dernier conflit, les mémoires qui ne sont point oublieuses gardent encore le souvenir du voyage historique du preux général Eyadema traversant le fleuve Chari alors que les obus pleuvaient de tous les côtés. 1997. Lomé abrite un sommet extraordinaire de l'OUA consacré au conflit dans les Grands Lacs. Les efforts du président togolais en faveur de la mise sur pied d'une force interafricaine d'intervention pour la paix et pour la politique de prévention et de gestion des conflits sont fortement appréciés. Le sommet nous a permis de réaffirmer notre volonté politique de faire de l'Afrique un continent plus uni, plus paisible et plus engagé dans la voie du développement et du bien-être de ces populations. Plus récemment, un peu avant d'être rappelé à Dieu, le président Eyadema n'a ménagé aucun effort, aucun sacrifice pour le retour de la paix en Côte d'Ivoire. L'amitié et le respect réciproque qu'il a eu entre lui et le père fondateur de la République ivoirienne, Houphouët-Boigny, lui ont valu la confiance des partis en conflit. Au total, le président Eyadema, sur le plan diplomatique, s'est constamment et sans relâche attaché à recoudre les tissus déchirés par la vertu de la solidarité, du dialogue et de la paix entre les pays, les peuples et les dirigeants africains. De son vivant, il a fait preuve de son attachement à l'unité de l'Afrique dans la paix, la tolérance et le pardon. Panafricaniste réaliste, il n'en est pas moins demeuré universaliste dans son combat pour la justice et la paix dans le monde. Du Togo, le président Gnassingbé Eyadema a su faire la porte de la fraternité africaine, une terre de dialogue, de construction de l'unité africaine et de la solidarité sous-régionale. En visionnaire et en homme pragmatique, il a contribué de manière déterminante à donner corps à l'idée de bâtir l'unité africaine à partir de cercles concentriques. Le président Eyadema aura été, avec le général Gowon du Nigeria, un architecte de la CEDEAO, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. En effet, c'est au cours d'une visite de son homologue nigérian à Lomé, en 1972, que l'idée de mettre sur pied une organisation sous-régionale a germé. Le souci étant de régler les méfiances régionales et les clivages hérités de la colonisation entre francophones et anglophones. L'embryon de ce qui allait devenir plus tard la CEDEAO, c'est la publication le 1er mai 1972 d'un communiqué annonçant la création d'un ensemble économique commun entre le Nigeria et le Togo, marché ouvert aux autres pays africains. Vous savez qu'il est un des membres fondateurs de la CEDEAO. La CEDEAO qui aujourd'hui, faut dire la vérité, en train de chercher à faire renforcer l'unité africaine, vous savez, hein, sans distinction anglophone, francophone, lusophone. La part active et déterminante du président Eyadema à la réalisation de cette ambition sous-régionale sera récompensée en décembre 1973 par la tenue d'une réunion constitutive à Lomé avec la présence de 15 pays. 2 ans après, le 28 mai 1975, à Lagos,
c'est la signature solennelle du traité constituant la CEDEAO par les chefs d'État et le gouvernement des 15 pays qui s'étaient auparavant réunis à Lomé. 2 mois avant, le 28 février 1975, c'est encore à Lomé, capitale diplomatique, par excellence, qu'a été signé le traité qui porte le nom de la capitale togolaise, Lomé I. Ce traité devenu célèbre consacre la signature des accords entre la communauté économique européenne et l'ensemble des ACP, les pays d'Afrique, Caraïbes, Pacifique. Dans quelques instants, les 9 États de la communauté économique européenne et les 46 États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique vont procéder à la signature de la Convention qui définit pour une période de 5 ans les rapports de coopération commerciale, financière, industrielle et technique entre la communauté et les ACP. Cette première convention sera suivie de Lomé II en 1980, puis de Lomé III en 1985. Chaque convention enregistre de nouvelles additions. Lomé I, Lomé II et Lomé III n'ont fait que conforter davantage le poids diplomatique que le président Eyadema avait su donner au Togo, qui avait sous son égide accueilli en 1974 la conférence des chefs d'État de l'Union monétaire ouest-africaine, UEMOA, qui a jeté les bases d'un accord monétaire entre la France et les anciens pays de l'AOF. C'est donc logiquement que le choix a été porté sur Lomé pour abriter en 1974 le siège de la Banque ouest-africaine de développement, BOAD. Dans la même année se tient à Lomé, épicentre de la solidarité et de la coopération africaine, la conférence consacrant l'africanisation de l'ASECNA, Agence pour la sécurité aérienne en Afrique. Philippe Descraines, dans Le Monde, du 14 janvier 1974 témoigne. Le Togo est, en effet, le seul pays francophone de cette partie du continent qui ait sérieusement cherché à briser les barrières héritées de la colonisation. Son action auprès de ses partenaires francophones, et spécialement auprès de ceux qui sont membres de la communauté économique de l'Afrique occidentale, ou CEAO, s'est accompagnée d'un resserrement simultané des liens tissés avec eux. Dans son livre « Les 10 jours qui ont fait le Togo », Claude Feuillet rend un hommage à la politique diplomatique du président Eyadema en des termes fort émouvants. Le Togo est sans doute l'un des pays qui a le plus d'amitié à l'extérieur. C'est aussi l'un de ceux qui expriment avec le plus de sincérité les aspirations des jeunes nations soucieuses de dire leurs mots dans une communauté internationale toujours dominée par les grandes puissances. La politique étrangère du président Eyadema a fini par asseoir sa réputation d'homme de paix, de dialogue entre les peuples. Ce grand homme d'État a incontestablement joué sa partition entière au sein de l'OUA et de l'ONU, dont le Togo abrite le Centre régional pour la paix et le développement. Pour tout dire, le président Eyadema a fait de son pays un lieu privilégié du rendez-vous et du recevoir, selon la belle expression de feu Léopold Sédar Senghor. Dans ses relations avec les autres grands du monde, le président Eyadema a comme viatique la célèbre et généreuse formule du général de Gaulle. L'ère des destinées singulières est révolue. Le réseau d'amitié que le président togolais a su tisser est d'une richesse et d'une variété incomparables. Ce réseau d'amitié épouse sa perception de la politique étrangère basée sur la neutralité, le non-alignement, le refus de tomber dans le piège des divisions idéologiques. Au cours de ces longues années à la tête du Togo, la politique de la paix, facteur important du développement, a été une des idées forces du président Eyadema. Ses inestimables contributions à l'avènement de la paix, à la sécurité et à l'unité des peuples, aussi bien sur le plan national qu'à l'extérieur, lui ont valu plusieurs distinctions honorifiques. Celles-ci récompensent et couronnent les actions et les efforts d'un homme, militant acharné de la promotion de la paix. « 27 avril 1960.
Le soleil des indépendances illumine le Togo, à l'instar de la plupart des pays africains. La libération politique est le fruit d'une longue lutte, parsemée d'obstacles, de sacrifices consentis par des femmes et des hommes, dont certains ont payé de leur vie. Hélas, les rêves de stabilité, de progrès et d'unité pour construire le Togo se brisent très vite sur les déchirements, les querelles de leadership, les rivalités sur fond de violence attisées par la classe politique. 3 ans durant, le Togo est en proie à des désordres qui inhibent ses immenses potentialités et qui risquent de le conduire vers le chaos. Dans un soulagement général des populations, saisies par le désenchantement, que l'armée intervient dans la nuit du 13 janvier 1963. Elle met fin à un règne chaotique du premier régime post-indépendance dont l'autorité a été extrêmement fragilisée par les passions de la rue et les rivalités politiques intestines. Mais l'armée au sein de laquelle le lieutenant Étienne Eyadema jouit d'une forte popularité et connaît une grande ascension par ses qualités d'organisateur, se retire dans les casernes. Elle laisse la gestion du pouvoir à Nicolas Gronutski et Antoine Mehachi pour former un gouvernement d'union nationale. Il a fait venir Gronutski Nicolas, qui était réfugié à Cotonou, à Zongue exactement, et Antoine Mehachi, qui s'était retiré, sinon réfugié au Ghana. Pour leur dire, voilà, nous sommes intervenus, pas pour le plaisir d'être au pouvoir, mais de libérer notre pays. L'armée vous confie le Togo. Il faut faire la paix, l'union nationale. Pardonnez et vous retrouvez pour qu'ensemble vous construisiez le Togo. Voilà. D'une manière ou d'une autre, la mission qu'il avait confiée aux gens qu'il appelait, sinon aux personnalités qu'il appelait les professionnels de la politique. Et s'était retiré dans les casernes. Hélas, sur le front politique, le pouvoir civil est toujours en proie à des tiraillements et à des divisions fratricides aux grandes dames des populations. Pour une deuxième fois, l'armée doit encore intervenir pour éviter au Togo de sombrer dans une guerre civile. Un comité de réconciliation est mis sur place. Il est présidé par le colonel Dadjo. Mais en raison du courage du colonel Eyadema, de son patriotisme reconnu de tous, le peuple et l'armée placent en lui leur espoir en certain 13 janvier 1967, et cela dans un climat de révulsion populaire envers les professionnels de la politique. 2 ans après, le président Eyadema, qui n'avait jamais nourri une quelconque ambition politique, envisage de restituer le pouvoir aux civils. Le peuple togolais descend dans la rue pour réclamer son maintien. À Atakpamé, Palimé, Sokodé, des manifestations d'une ampleur sans précédent en faveur du président Eyadema éclatent dans tout le pays. Le général Eyadema décide de respecter cette volonté populaire qui ravive en lui la flamme patriotique qui a toujours vertébré ses initiatives, ses actions et ses prises de position. L'arrivée au pouvoir de Eyadema ouvre une ère de stabilité et de remise en ordre dans le pays. Ses premiers actes se matérialisent par une amnistie des détenus politiques et un appel au retour des fils du Togo en exil pour contribuer ensemble à l'édification de la nation togolaise, une et indivisible. Pour bâtir l'unité nationale et mieux garantir l'unité de tous les fils du Togo, dans un même creuset, pour rassembler leurs efforts, le président Eyadema décide du lancement d'un vaste mouvement national. La naissance le 30 août 1969, à l'occasion de son discours historique à Palimé, du rassemblement du peuple togolais, le RPT comble le vide découlant de la suppression des partis politiques. Mais, en même temps, elle constitue le parachèvement d'une œuvre unitaire.
La création du rassemblement du peuple togolais n'était pas une fin en soi. Elle visait à organiser un cadre idéal pour pérenniser la paix si chère à nos cœurs, renforcer l'union et la solidarité entre nous tous, pour que du sud au nord, de l'est à l'ouest, les Togolais soient unis pour s'attaquer à l'unique combat qui mérite d'être gagné, sortir notre pays de son état de sous-développement. Qui a créé le Rassemblement des Togolais dans le souci de permettre aux Togolais de vivre dans la paix et la stabilité, pour éviter les écueils qui sont très fréquents entre les partis politiques rivaux. Ces personnes ne pas que ça. Et il a dirigé le pays dans cet esprit-là. Créer des conditions de paix, des conditions de développement et des conditions de sécurité individuelle et collective des Togolais. Replacé dans son contexte politique spécifique à l'époque, le RPT est le fruit d'une démarche originale qui rompt avec la structure classique d'un parti. Instruit par les turpitudes politiques et sociales après l'indépendance, le président Eyadema imprime à ce mouvement un caractère véritablement populaire qui cimente l'unité, la paix, la sécurité et la réconciliation nationale. Dans son appel historique du 30 août à Palimé, le président Eyadema dégage la philosophie du RPT. Il ne s'agira pas, déclare-t-il, d'un parti où triompheront comme jadis la haine, les règlements de compte, les divisions, les luttes d'hégémonie, les intérêts personnels, mais un seul et véritable creuset national où viendront se fondre les forces vitales de ce pays à quelque parti qu'elles aient appartenu. Ce regroupement de tous les hommes de bonne volonté, qu'ils soient nouveaux ou qu'ils aient été des partisans, devra œuvrer pour une reconversion totale des mentalités, pour l'union et la solidarité effective de tous les Togolais. Bâtir la cité. Tel est le but noble qui fonde l'essence de la démarche du général Gnassingbé Eyadema à travers la création du RPT qui tient son congrès constitutif à Lomé du 28 au 30 novembre 1969. Des objectifs ambitieux sont fixés en matière de politique intérieure et extérieure et de restructuration de l'économie togolaise. Le programme de la nouvelle marche se met en branle pour un Togo nouveau. Africanisation des cadres, organisation des circuits commerciaux, indépendance totale vis-à-vis des blocs idéologiques, une neutralité qui n'exclut pas une coopération exclusive dans le respect des alliances horizontales. Voilà la quintessence du programme du RPT, devenu le ciment de l'unité nationale, le dépôt du dialogue, de la concertation, l'école du civisme, de la symbiose entre l'armée et les civils. Plusieurs mouvements sont créés au sein du RPT, présidé par le général Eyadema. La jeunesse du Rassemblement du peuple togolais, la JRPT. L'Union nationale des femmes du Togo, l'UNFT. Confédération nationale des travailleurs du Togo, la CNTT. En décembre 1979, par un vote massif, les Togolais renouvellent leur contrat de confiance au président Eyadema. Cette élection coïncide avec la désignation de l'Assemblée nationale ayant pour mission le contrôle de l'action gouvernementale et le référendum portant sur la constitution de la Troisième République. Tous ces actes politiques participent d'une action progressive de démocratisation du régime sans tomber dans les travers des crises précédentes. C'est ainsi qu'il faut saisir la deuxième législature, entamée le 24 mars 1985, avec la multiplicité des candidatures autorisées aux élections législatives. La décision est prise auparavant par le président Eyadema.
Les candidats voleront de leurs propres ailes, iront devant les électeurs qui, en toute liberté, éliront ce qu'ils jugent plus apte à les représenter au sein de la nouvelle Assemblée. La volonté de démocratisation des institutions et de l'État s'accompagne d'une politique de promotion des droits de l'homme au Togo. C'est dans ce cadre qu'entre la création par la loi 87-09 du 9 juin 1989 de la Commission nationale des droits de l'homme, dirigée par Maître Yaovi Agboibor. C'est la première fois qu'une institution de ce genre voit le jour en Afrique. Son ouverture sur le plan du dialogue est également extraordinaire parce que ses adversaires les plus redoutables, il les reçoit. Chaque fois que de besoin, il les reçoit. Et vous ne voyez jamais, quand ils sont face à face, cette attitude d'animosité, cette attitude de quelqu'un qui est sur les nerfs. Non, vous le sentez les mettre à l'aise et leur dire ce qu'il faut leur dire dans tous les cas. Et cette capacité d'ouverture et de dialogue aussi, c'est une dimension fondamentale de l'homme. Bien avant le sommet de la Baule en 1990, le président Eyadema installe la commission constitutionnelle le 29 octobre 1987 et suggère l'inscription du multipartisme dans l'avant-projet. Ainsi, en 2 décennies, le Togo s'est doté de structures politiques solides, viables et dynamiques. Grâce au RPT, sous l'inspiration du président Eyadema, le pays renoue progressivement avec la prospérité. Le Togo se taille une réputation de la Suisse de l'Afrique et se fait une renommée au sein de la communauté internationale. Feu le président Gnassingbé Eyadema aura essayé, chaque jour, tous les jours de son magistère, à imprimer sa marque, à poser des actes à hauteur d'homme, à la dimension de son cœur, de son respect pour le Togo qu'il voulait fort et beau. Papa Eyadema avait compris que être, c'est être en relation avec les réalités de son peuple, dynamique, vivante, mouvante. C'est pourquoi, dans la philosophie togolaise, on peut être socialement inconfortable, humainement heureux, même quand on est inquiet. Ce peuple courageux savait que pas une œuvre humaine n'est achevée, n'est parfaite. Malgré les aléas et les infortunes, ce généreux peuple a accompagné le chef qu'il s'était librement choisi. Aujourd'hui que le flambeau est transmis en d'autres mains, que l'itinéraire est défini, la jeune garde a de solides repères, des atouts maîtres pour pérenniser le travail non achevé, la construction d'un pays de paix, stable, démocratique, regardant l'avenir dans les yeux. Gnassingbé Faure, élu président de la République, conformément aux lois de la République, jurons solennellement. Les nouveaux gardiens du temple sont bien outillés pour aller droit au but. Leur instrument essentiel reste le souvenir impérissable de Feu Eyadema, qui tout au long de sa présence à la tête du Togo n'a pas ménagé son conscient, ses idées, sa volonté, entretenue par une foi sans faille pour un Togo qui lutte. Nous retiendrons du président Gnassingbé Eyadema qu'il est né lutteur et qu'il a lutté et combattu toute sa vie victorieusement. N'était-il pas lui-même, Papa Eyadema, un lutteur qui n'a perdu qu'un seul grand combat, celui qui l'opposait à la mort, la faucheuse inéluctable? Le grand lutteur est tombé. Oui, un grand homme s'en est allé et nous avons vu un baobab géant. Il a lutté de toutes ses forces. Il a combattu le bon combat et laissé aux générations montantes de grandes ambitions pour un Togo debout qui marche. Sa devise, vous la connaissez. Il nous l'a souvent répété lui-même. La vie est un combat. Il faut combattre pour vaincre et vaincre
pour vivre. À quelque échelle que l'on mesure la grandeur d'un chef, Gnassingbé Eyadema fut grand. Togolaises, Togolais, quelles que soient les circonstances, et quoi qu'il m'arrive, vous continuerez la bataille que nous avons entreprise ensemble pour notre indépendance économique. Vive le Togo! Jesus